Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Cette édition du vendredi, vous savez, c'est l'occasion de découvrir une activité, aussi des bonnes pratiques et les coulisses d'un secteur au travers d'une personnalité. Mon invité aujourd'hui est passé par le jeu vidéo, l'e-commerce ou encore le pari sportif avant de rejoindre l'équipe d'un produit qu'il utilise depuis sa première version, la version bêta. Il en est devenu le directeur technique et le président pour la France. Son outil, aujourd'hui, le juge essentiel dans nos vies connectées. Il le compare volontiers à une brosse à dents du numérique à utiliser donc au quotidien pour avoir une bonne hygiène digitale. On parle de tout ça donc dans la grande interview de Frédéric Rivin, directeur technique et président pour la France du célèbre gestionnaire de mots de passe Dashlane. Et puis dans Smart Tech, on aura également un grand rendez-vous sur l'espace. Il est dédié cette semaine à l'exploitation des ressources spatiales. Mais tout de suite donc place à la grande interview du coffre-fort pour garder au secret nos mots de passe. On est en plein mois européen de la cybersécurité. Il me semblait essentiel de voir quelles étaient les bonnes pratiques que l'on pouvait appliquer pour se tranquilliser lors de nos surfs. Et donc j'ai invité Frédéric Rivin. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Je rappelle donc que vous êtes directeur technique et président pour la France de Dashlane. C'est un des grands coffres-forts pour mots de passe. Vous pouvez peut-être nous rappeler Dashlane en quelques mots ce que c'est. C'est une entreprise française à l'origine, aujourd'hui principalement détenue par des capitaux américains. Vous avez des équipes à Paris, à New York, à Lisbonne. Exactement. Vos clients Oui, c'est une entreprise qui est effectivement française, donc fondée en 2012, avec un produit qui a bien grandi depuis. On s'est installé aux États-Unis suite à la première levée de fonds, qui a été une levée de fonds par capitaux américains. Et puis on a grandi, on a eu des bureaux à New York, on a ouvert un bureau à Lisbonne en 2018 et aujourd'hui on a 300 personnes qui travaillent sur ce sujet de l'identité numérique et on répartit notre activité à la fois côté particulier, c'est un peu notre historique, et on a plus de 15 millions d'utilisateurs inscrits sur Dashlane, mais aussi côté entreprise, avec le temps on a aussi offert Dashlane en entreprise. On a à peu près 20 000 entreprises qui utilisent Dashlane aujourd'hui. Et au-delà donc de la gestion des mots de passe, vous proposez d'autres services, j'imagine spécifiques d'ailleurs pour les entreprises? Alors tout à fait. Bon, le produit de base, c'est vraiment la gestion de votre identité numérique. Oui. Ça inclut bien évidemment les mots de passe, les logins et les mots de passe, mais aussi vos moyens de paiement pour payer sur Internet, la capacité de gérer les identités personnelles, votre numéro de passeport, tout ce qui est utile pour remplir des formulaires sur Internet. Et puis avec le temps, on a couvert aussi un petit peu le périmètre autour de ça, à savoir est-ce que vos mots de passe ont fuité dans des piratages. On va vous avertir si c'est le cas. Est-ce que vous voulez sécuriser votre trafic Internet via un VPN? Donc on offre des fonctionnalités complémentaires autour de la fonctionnalité de base. Donc vous faites partie de cette chaîne de la cybersécurité. Comment vous travaillez justement avec tout l'écosystème autour de vous? Alors, sur la sécurisation d'Internet, la lutte contre le cybercrime, qui est très vaste et à la fois aussi très fragmenté. Mais d'un côté, il y a les standards, les alliances. Donc il y a quelque chose par exemple qui s'appelle la FIDO Alliance à laquelle Dashlane participe, qui essaie de promouvoir ce qu'on appelle la two-factor authentication, l'authentification à plusieurs facteurs, et donc qui crée des protocoles et des standards techniques. Donc on participe à ce genre d'activités, puis on les utilise évidemment dans Dashlane. À l'autre bout de la chaîne, il y a des partenaires comme une entreprise comme SpyCloud, qui est un partenaire pour nous pour monitorer ce qu'on appelle le dark web, oui, et les failles et les piratages de données. Et c'est par ce biais que nous, on va vous alerter en tant qu'utilisateur que votre mot de passe a été Oui, c'est ça. Dans son gestionnaire de mots de passe, on peut demander à être alerté si jamais on retrouve nos identifiants sur le dark web, donc sur le marché noir, on va dire, d'Internet. Pour revenir justement à la question de l'authentification, on parle beaucoup dans Smart Tech notamment, mais pas seulement, de la biométrie, de nouvelles solutions qui vont permettre de se débarrasser enfin des mots de passe. On a eu Microsoft qui nous a redit ça y est, on arrive à la fin des mots de passe. Alors, qu'en pensez-vous? Parce que vous, votre job, c'est justement de consacrer le mot de passe comme l'outil secret par excellence pour s'authentifier. Alors notre job, c'est vraiment de vous faciliter la vie sur Internet au quotidien. Et donc ça passe par l'identité numérique, la sécurisation de votre identité numérique, mais aussi surtout le confort d'usage
de votre personne digitale, en l'occurrence, Oui. sur Internet. Donc ça passe par les mots de passe aujourd'hui parce que c'est la solution technique, mais effectivement, on supporte aussi les solutions de biométrie par-dessus, on va supporter les solutions avec des clés numériques en supplément. Donc on a envie de vous donner toutes Donc vous travaillez tous les sur outils. toutes les technologies d'authentification Exactement. aujourd'hui sur le marché et vous Exactement. pouvez toutes les intégrer à votre outil. Et alors sur la question de la fin du mot de passe, Bill Gates, puisqu'on parlait de Microsoft, il l'avait dit il y a 25 ans déjà que c'était la fin du mot de passe. On est 25 ans plus tard, le mot de passe est toujours là. Donc, et on est toujours aussi loin de la fin du mot et de je pense passe. qu'on est toujours aussi loin de la fin du mot de passe parce que finalement, c'est avoir ce secret qu'on connaît, c'est finalement une chaîne de caractères et quelque chose qu'on a choisi soi-même. Et c'est très basique, c'est très simple, c'est très facile à implémenter et c'est vieux comme le monde. Avant, on avait des papiers, on écrivait sur un papier, mais là maintenant, on le fait de façon numérique, mais c'est la même chose. Et donc, le fait qu'on rajoute des couches supplémentaires par-dessus ça, enlève pas le fait qu'il y a une primitive qui est juste un secret. Donc, moi, je pense qu'on aura encore des Parce mots de qu'on nous passe. explique qu'il y a encore plus simple, c'est poser son doigt sur un lecteur d'empreintes. Mais ça c'est bien pour le confort d'usage. Mais finalement, quand on pose son doigt, alors il y a plein de problèmes liés à ça. Un premier problème, c'est la fragmentation des technologies autour de poser son Oui. doigt. Le capteur de Samsung, c'est pas le même que celui d'Apple, c'est pas le même que celui qu'on peut avoir sur des ordinateurs Windows. Donc ça, c'est déjà un problème. Le deuxième problème, c'est que vos doigts, une fois qu'ils ont été, que l'information liée à vos doigts elle a fuité, vous pouvez pas changer vos doigts. Donc il y a un problème vraiment de sécurité autour de ça. Donc il faut toujours avoir un petit peu une solution de rattrapage, finalement, un fallback sur le fait qu'il y a un secret que vous êtes le seul à connaître, qui est juste une chaîne de texte, une phrase, ou un secret, voilà. Donc moi, je pense que la biométrie, ça va être très important. C'est vrai que l'avantage du mot de passe, c'est que peu importe le type de lecteur qu'on nous propose, il n'y a pas de barrière technologique. Et vous dites, en plus, ça reste une solution de secours, de sauvegarde, Exactement. de backup, qui vient en complément de l'authentification multifacteur. Finalement, pour l'enjeu, c'est plus comment est-ce qu'on rend tout ça le plus simple d'accès. Oui, mais alors voilà, c'est ce que j'allais vous dire, parce que en fait, pourquoi on appelle à la fin des mots de passe? Parce que tout le monde déteste ça, Oui. avoir à changer son mot de passe, avoir à se rappeler d'un mot de passe, avoir à en changer systématiquement, c'est un enfer. Aujourd'hui, de toute façon, nous, les statistiques qu'on a, c'est les utilisateurs ont en moyenne 200 comptes Oui. sur des services numériques, donc 200 mots de passe, c'est impossible de se souvenir de 200 mots de Énorme, passe. oui. D'autant que, puisqu'on est au Ce qui fait qu'on retrouve souvent les mêmes. Voilà, non, mais surtout le cybermois, d'ailleurs, j'ai vu la newsletter du service public ce matin qui disait, pour rappel, des mots de passe longs, complexes, uniques sur chacun de vos services. Si vous en avez 200, c'est juste pas possible. Ouais. Donc, il faut utiliser des outils, et des outils comme des gestionnaires de mots de passe qui vous facilitent la vie pour gérer ça au quotidien. Donc là, juste pour rappeler comment ça fonctionne, votre outil, si j'arrive sur un site internet et que j'ai votre application dans mon navigateur, je peux demander à l'outil de générer un mot de passe complexe et de l'enregistrer automatiquement. Et quand je me reconnecte au site, c'est le gestionnaire de mots de passe qui me connecte. Exactement, ça c'est un peu la magie de Dashlane et des gestionnaires de mots de passe de façon générale, c'est qu'on vous prend en main. Donc vous naviguez sur Internet, vous arrivez sur un formulaire. Si c'est un nouveau formulaire, vous êtes en train de vous enregistrer. Dashlane va pré-remplir automatiquement toutes les informations, va générer lui-même un mot de passe complexe, etc. et l'enregistrer pour vous, de façon à ce que la prochaine fois, quand vous allez revenir sur ce site-là, on va auto-remplir le formulaire de connexion. Donc, parce que moi je suis une vraie parano, j'ai 2 gestionnaires de mots de passe par exemple. La question quand même, on se dit ok, ça simplifie la vie, c'est super, mais alors le mot de passe, donc je ne l'ai plus dans mon cerveau, je le confie à un coffre-fort. Qu'est-ce qui me garantit qu'il est sécurisé ? Alors, il y a quelque chose qui s'appelle l'architecture zero knowledge. Donc en français, je ne sais pas comment traduire ça, la divulgation nulle. Ouais. Le principe, c'est de se dire que à tout moment, la seule personne qui peut accéder à la donnée, c'est l'utilisateur lui-même. Donc tout est construit sous cette forme-là. Et donc typiquement, Dashlane n'a pas accès à vos données. Si la justice voulait avoir accès à vos données, nous, on ne pourrait pas donner les données à la justice parce qu'on ne les a pas. Et tout ça, c'est en fait basé sur le fait que vous avez un mot de passe maître, que seul vous connaissez, et on va utiliser ce mot de passe maître pour en gros dériver une clé complexe qui va être utilisée pour chiffrer vos données localement sur votre appareil. Donc je dois me souvenir d'un seul mot de passe. Et celui-là, il ne faut pas l'oublier. Et celui-là, il ne faut pas l'oublier parce que même mon Voilà, on ne l'a gestionnaire ne me le rappellera pas. Exactement. Ça, c'est une première garantie. Après, il peut arriver que le gestionnaire de mot de passe disparaisse. Et disparaît la société. Oui. Ah oui, après, c'est l'avantage de la régulation type GDPR, etc., RGPD, qu'on est obligé d'assurer la portabilité. Donc nous, on vous permet d'exporter vos données si vous voulez les retrouver dans un format, dans un fichier Excel ou on a des formats propriétaires, mais on vous permet d'exporter vos données si vous voulez et d'ailleurs d'importer Vous avez une d'autres sources. certification du côté de l'ANSSI, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ? Alors l'ANSSI, grand sujet. Non, nous n'avons pas de certification sur l'ANSSI. On a des certifications plutôt au niveau international, des choses comme SOC 2, qui est une certification pour tous les logiciels de SaaS, qui est issu des États-Unis et qui est plus international aujourd'hui. L'ANSSI, on travaille avec eux. Quelle est la particularité ou la différence entre ces certifications internationales et françaises ?
D'un point de vue commercial, déjà, nous, ça a plus d'intérêt parce qu'on est une entreprise internationale et on vend à travers le monde. Donc, on a besoin d'avoir des certifications qui sont reconnues internationales. Oui. Et la SOC 2 en particulier, ou les certifications type ISO, etc., elles sont reconnues internationales, alors que l'ANSSI, c'est vraiment pour le marché français. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que la façon dont l'ANSSI certifie est très spécifique et très particulière. En particulier, ils ont besoin d'avoir un code source lié à une version précise. Oui. Et nous, on met à jour notre logiciel très très fréquemment, et donc ça c'est un problème. Donc on travaille avec eux pour trouver des solutions. Comme tous les logiciels finalement. Comme tous les logiciels aujourd'hui. Oui. Effectivement, l'ANSSI, s'ils ont vérifié votre logiciel à date T, et s'il a évolué le lendemain, rien ne dit que vous n'avez pas intégré du code malveillant dedans entre les deux. Et ça c'est en train de changer, ça bouge du côté de l'ANSSI, vous avez des informations là-dessus? Oui, il y a des discussions là-dessus de comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on s'adapte à ces nouvelles façons de faire du logiciel, et les choses vont dans le bon sens. D'accord. Bon, alors agilité côté de la France. Autre sujet très crucial dans la cybersécurité, c'est le recrutement de talents. Vous avez, j'imagine, besoin d'énormément de codeurs aussi pour travailler sur votre outil. Est-ce que c'est aujourd'hui vraiment, ce marché est vraiment tendu, très compliqué? Comment on recrute les bonnes personnes? Extrêmement tendu. Alors nous, on a la chance de pouvoir recruter sur la France, sur le Portugal et sur les États-Unis. Et d'ailleurs, je dis France, Portugal et les États-Unis parce que historiquement, c'était plutôt Paris, Lisbonne et New York. Mais le Covid et le passage accéléré en remote a fait que maintenant, on s'autorise à recruter dans les pays au sens large. Mais malgré ça, si je prends le cas de la France... Alors ça, c'est plutôt une facilité de pouvoir faire un recrutement à travers le monde. Et c'est une facilité et une chance pour nous de pouvoir être plus en recrutement international. Après, c'est une complexité aussi pour l'organisation de s'adapter à une autre façon de recruter, une autre façon d'accueillir les nouveaux arrivants à distance, une nouvelle logistique de leur envoyer leur ordinateur. Il y avait plein de composantes à prendre en compte, mais on apprend et on s'adapte, comme tout le monde. Après, sur le marché français, il y a plusieurs problématiques, à mon sens. La première, c'est qu'il y a eu énormément de capitaux investis dans la scène start-up française. Et ces capitaux-là, évidemment, toutes les entreprises, elles vont vouloir les dépenser. Donc, elles vont vouloir recruter. Et il va y avoir une grosse tension sur le marché du développement en France. Les salaires vont monter. Ça va faire monter les prix, ça. Ça va faire monter les prix et les salaires. Et puis, le deuxième paramètre... Et peut-être créer un peu de volatilité aussi au niveau des recrutements. Probablement. De toute façon, après, il y a aussi ce qui s'est appelé le post-pandemic career shake-up. En gros, il y a toute le fait que le marché a été un peu en attente pendant 18 mois avec le Covid, et puis là, il se rouvre. Donc, tous les gens qui n'avaient pas changé de job, ils le font maintenant. Donc, il y a énormément de mouvements en ce moment. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de fluidité dans le marché, mais ça rend les choses compliquées pour tout le monde. Et puis le dernier paramètre, c'est avec cette notion de travail à distance. Aujourd'hui, les Américains, ils recrutent en France comme ils recruteraient aux États-Unis, ça ne change rien pour eux. Et ils viennent aussi avec des salaires américains sur le marché français. Ça, on commence à le voir de façon réelle et concrète. Et ça va être compliqué de recruter dans ces conditions-là. Ça va être un gros challenge donc, pour toutes les entreprises de la tech française. Ouais, intéressant. Une réaction au plan Macron France 2030 ? Vous l'avez accueilli comment, ce plan ? Je l'accueille très positivement. Je trouve que c'est bien qu'enfin on se soucie réellement, même au niveau des plus grandes instances de l'État, sur les enjeux de cybersécurité. Et c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se font aussi côté White House américain sur ces sujets-là, parce que c'était un petit peu à la traîne aussi aux États-Unis. Donc c'est bien que les institutions publiques prennent le problème à bras-le-corps. Et pour moi, il y a un véritable enjeu à la fois commercial, technique, mais aussi politique, de souveraineté numérique. Ce que je regrette dans ce plan Macron, c'est qu'il est très orienté... institutions publiques, le privé est peu présent et c'est dommage qu'on n'ait pas réellement un partenariat entre l'écosystème privé et l'écosystème public. Et puis le deuxième volet qui pour moi est totalement inexistant, en tout cas dans la façon dont le plan a été présenté, c'est l'éducation et la sensibilisation à tous ces sujets-là. Alors, il y a des choses qui sont faites, mais pour moi, il faudrait faire tellement plus en démarrant dès les écoles. Je suis au primaire, je découvre ce que c'est qu'un mail, je découvre ce que c'est que les réseaux sociaux. Et, alors, il y a des choses qui existent, il y a le permis Internet qui a été rajouté dans les écoles, mais c'est très balbutiant et il y a énormément à faire. Et sur la cybersécurité, c'est pratiquement nul aujourd'hui en termes d'éducation. Justement, alors partageons quelques bonnes pratiques. Quels conseils vous pourriez donner à nos téléspectateurs ? La première, utiliser un gestionnaire de mots de passe, évidemment. Ouais. Vous le disiez en introduction, pour moi, c'est vraiment la brosse à dents du numérique. Au quotidien, vous devez avoir une certaine hygiène digitale, sinon vous allez avoir des problèmes à un moment ou un autre, comme on a des caries dans le monde physique. Ça peut être parce que vous allez avoir votre mot de passe qui a fuité, puis ce mot de passe-là, il va être utilisé pour vous attaquer côté bancaire. C'est un peu ça toujours le problème. Et c'est pas un mythe. J'ai encore une personne très récemment dans mon entourage qui s'est fait pirater et qui a perdu 2000 € parce que... malheureusement, on connaît tous quelqu'un qui s'est fait pirater. Exactement. Donc c'est un vrai enjeu et il faut rentrer dans cette discipline d'hygiène numérique. Alors c'est utiliser un gestionnaire de mots de passe pour avoir des mots de passe et des façons de s'identifier qui
qui sont adéquates. Moi, je recommande très fortement, même si c'est un peu plus pénible, d'utiliser de l'authentification à 2 facteurs sur tous les services clés. Les services clés, c'est votre mail, les réseaux sociaux, votre banque. Maintenant, tous ces services-là, ils proposent du multifacteur. Alors, c'est pénible parce qu'il faut avoir le téléphone. Y compris sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est essentiel? Ah oui, y compris sur les réseaux sociaux, parce que si votre compte Twitter, votre compte LinkedIn, votre compte Facebook, il est piraté, on fait n'importe quoi avec, et ça reste. Nettoyer les problèmes, ça ne se fait pas, c'est fini, tout ça c'est archivé, c'est présent et c'est très compliqué. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Et puis au-delà de ça, après c'est plutôt un choix personnel de se dire, ok, est-ce que je préfère utiliser Signal que WhatsApp d'un point de vue privacy et confidentialité des données? Est-ce que je préfère utiliser Gmail parce que c'est pratique et c'est gratuit, ou un fournisseur de mail indépendant? Voilà, ça c'est un choix personnel, mais moi j'encourage encore à se poser ces questions-là et trouver ce qui vous va bien en fonction aussi de votre vie personnelle. Alors, quelle est la stratégie business de Dashlane là, pour les mois ou quelques années proches à venir? Alors, comme j'expliquais, nous, on est un peu issus du grand public. On a un produit pour chacun à la maison. Et puis, finalement, avec le temps, nos propres clients nous ont dit « Ah, mais on utilise Dashlane à la maison. On aimerait bien l'utiliser au travail. » Et donc, on a créé avec le temps une offre entreprise. Ouais. Et c'est un peu aujourd'hui notre levée de croissance. On a envie vraiment de travailler sur ce sujet-là parce que on dépend aussi un peu de la maturité du marché finalement. Et sur le côté grand public, il faut que le marché mûrisse de soi-même. On peut aider, on fait beaucoup de marketing autour de ça, on fait beaucoup d'éducation, mais on le fait avec nos propres moyens. Sur le marché de l'entreprise, aujourd'hui, on a beaucoup plus de sensibilisation. Il y a eu toutes les vagues de ransomware qui ont secoué beaucoup de gens. On sait le coût pour les entreprises de ces piratages-là. Donc le marché entreprise est plus mûr et ça va être un peu notre stratégie dans les années à venir de se dire ok, partons là-dedans. C'est vraiment le croissance pour Dashlane de se dire on veut se développer. Et y compris s'attaquer aux plus petites entreprises parce qu'aujourd'hui c'est elles qui font leur transformation numérique à vitesse accélérée. Exactement. Et puis en plus, je dirais même la gestion d'un pass sanitaire par exemple pour un petit commerce, ça crée de la donnée personnelle, ça crée de l'identifiant à protéger et donc du risque. Ouais, exactement. Et puis en plus pour nous en tant qu'entreprise, comme on part du grand public, on a des besoins des employés qui sont plus proches quand on est dans une petite structure que quand on est dans des très très gros groupes où les problématiques sont un peu différentes. Donc effectivement, on est plutôt dans une cible petites et moyennes entreprises pour Dashlane pour l'instant. Et aujourd'hui, ce qui fait que ce marché est juste en train de décoller, c'est parce que c'est une question d'investissement, de prix, de l'offre ou juste d'éducation? En fait, l'offre, elle n'est pas chère. Aujourd'hui, sur la France... Il n'y a pas de frein sur les tarifs? Si on est un particulier, c'est 40 € par an. Donc, en gros, si on divise ça par mois, et puis même, on a des offres encore moins coûteuses, c'est le prix d'un café par mois, ou à peu près, si je caricature. Côté entreprise, c'est un tout petit peu plus cher, mais par employé, de mémoire, ça va être 96 € par an. C'est le prix de la sécurité, le prix de pouvoir faire son business sans être en train de être toujours en train de se dire est-ce qu'on va se faire pirater, est-ce qu'on va avoir des risques. Et puis c'est aussi le prix du confort d'usage, parce que le fait que les employés se partagent des mots de passe, qu'ils oublient leurs mots de passe, qu'il faut les resetter. Tiens, il y a quelqu'un qui est en vacances, on n'a pas le mot de passe. Là, tout ça, c'est dans Dashlane, c'est partagé au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment un confort juste pour opérer au quotidien. Bon, alors on va terminer cette grande interview par un format express. Je vous pose des questions très courtes. Vous répondez de manière aussi personnelle que vous le souhaitez. On va commencer par vos rêves. Les rêves? J'ai plein de rêves. Le changement climatique, le développement durable, l'indépendance numérique. Non, j'ai plein de rêves. J'ai 3 filles et j'espère qu'elles vont vivre dans un meilleur monde que ce qu'on a aujourd'hui, dans lequel il n'y a pas de pandémie, dans lequel on a enfin réglé le problème du climat. Donc voilà, j'ai des rêves de père et de parents pour l'avenir de mes enfants. Et vos peurs? Et mes peurs, c'est que la partie pessimiste de moi me fait dire que ça va être compliqué demain. Mais, Et votre grande interrogation justement sur demain? Est-ce qu'on va être capable de se prendre en main tous autant qu'on est, à la fois individuellement et collectivement, pour justement se faire face à ces défis qu'on a demain? Est-ce que vous avez une idée fixe? Non, pas particulièrement. Bon. Et le futur, vous l'imaginez plutôt comment, justement? Le futur, on va dire, on va préciser le futur de la cybersécurité. Moi, j'espère un futur où, en gros, chacun d'entre nous, on a récupéré finalement le contrôle et notre indépendance numérique. On est capable de choisir qui a accès à nos données, comment, sous quelles conditions. On est capable de gérer notre propre donnée, notre propre identité sur Internet. Et les entreprises les utilisent en fonction de ce qu'on leur a laissé utiliser parce qu'on en a besoin, mais pas parce qu'ils veulent l'utiliser à des fins commerciales. La reprise en main, de nos données. Vous, dans 5 ans, vous voyez où, quoi, comment?
J'espère que d'ici là, Dashlane aura continué à grandir et aura continué à évangéliser dans sa mission de faciliter la vie numérique de tout un chacun, à la fois public et entreprise. Donc ça, c'est vraiment un bel enjeu et on a envie de faire grandir notre base d'utilisateurs parce que c'est aussi une forme pour nous de succès, de dire qu'on a réussi à toucher plus de monde. Et puis j'espère aussi que dans toutes ces technologies, Microsoft, avec ses annonces, ils apportent des nouvelles solutions technologiques. On va pouvoir les utiliser pour se faciliter encore plus la vie au quotidien sur Internet. Merci beaucoup, merci pour toutes ces réponses et ces idées aussi de bonnes pratiques à mettre en œuvre au quotidien. C'était Frédéric Rivin, directeur technique et président de Dashlane France. À suivre dans Smart Tech, c'est le rendez-vous dans l'espace. Moi, je vous retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à 100% à l'espace sur Bismart. Alors avec la démocratisation de l'accès à l'espace, se pose aujourd'hui la question de l'exploitation des ressources extraterrestres. De quelles ressources parle-t-on exactement? Qui les exploitera et quelles en seront les conséquences économiques pour la Terre? On va obtenir la réponse à toutes ces questions avec notre plateau aujourd'hui. À distance, par téléphone, Patrice Christman, géologue spécialiste en économie et en politique des matières premières minérales. Et vous étiez aussi également membre du groupe international pour l'étude des ressources aux Nations Unies, l'équivalent du GIEC, mais pour les minerais, qui est désormais clôturé. Et puis avec nous en plateau également, Maxime Puteaux, conseiller espace et industrie chez Euroconsult, qui nous fait l'honneur de revenir sur le plateau de Smart Space. Bonjour. Avec plaisir. Alors Maxime, de quelles ressources parle-t-on exactement quand on parle de ressources extraterrestres? On parle de quoi? De sol lunaire par exemple? On parle notamment de la Lune, mais aussi des astéroïdes, et dans une moindre mesure des planètes qui sont un peu moins accessibles, mais essentiellement autour de la Lune et des astéroïdes. Ok, donc il y a deux aspects, la destination et les matériaux. C'est comme faire de l'extraction de ressources sur Terre. Ouais. C'est où chercher et que chercher. Donc c'est quoi? On parle essentiellement d'eau, extrêmement important, Ouais. de méthane, de différents gaz, mais aussi de matériaux métalliques, l'or, le nickel, le titane, qui peut être intéressant et présent dans différentes concentrations à différents endroits, notamment autour des astéroïdes, même de l'or. Ouais. La présence d'or, des fois, est évoquée. Ouais. Vous parlez de trouver de l'or là-haut, mais est-ce que c'est prouvé? Alors c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on estime avec une observation à distance que ces astéroïdes sont peut-être composés de ces matériaux-là, mais il faut se dégager des fantasmes d'avoir un astéroïde rempli Rempli d'or. Et l'identifier, les caractériser, c'est une chose. Aller le valider sur place, c'en est une autre. Ouais. Et éventuellement les ramener ou en faire quelque chose, c'est encore aujourd'hui dans la science-fiction. Pour l'instant, il y a eu des missions. Donc, on a envoyé une sonde Rosetta, on a atterri avec Philae sur la comète Chury. Et on a vu à quel point c'était difficile. Exactement. Et de se poser sur un astéroïde et de forer un astéroïde et de garder les échantillons sans les perdre, parce que pour cet exemple précis, on a perdu 70% des échantillons dès le premier jour. C'est très compliqué parce qu'à l'avance, on doit anticiper les différentes compositions du terrain qu'on ne connaît pas. Le sol peut être extrêmement meuble, voire poussiéreux. Oui, ce qui était le cas là, qui s'est enfoncé. Alors dans le cas de Philae, c'était plutôt un sol extrêmement accidenté. Et donc très très compliqué de pouvoir se poser. Et puis après, il faut pouvoir réfléchir à comment on capture les astéroïdes. Et on ne peut pas vraiment les aspirer. Donc est-ce qu'on les ramasse avec une petite pelle? Est-ce qu'on envoie un projectile qui enverra des éjectats et on essaie de le capturer? Il y a énormément d'incertitudes qu'on doit prendre en compte 10 à 15 ans en avance. Oui, donc en fait on parle d'aller chercher des ressources sur ces astéroïdes, mais on n'a pas encore les moyens. On est très très loin d'aller d'envoyer des mineurs en fait. Exactement, oui. On n'est pas encore dans Armageddon. On est dans la recherche. Non, vraiment pas. Bruce Willis n'est pas encore. Non, il n'est pas au rendez-vous. On est capable aujourd'hui de ramener quelques grammes d'échantillons. C'est sans commune mesure avec les centaines de kilos que les astronautes ont pu ramener lors des missions Apollo. Oui, c'est-à-dire du régolithe, donc exactement. La poussière lunaire qu'ils ont ramenée de notre astre lunaire. Alors Patrice nous a rejoint finalement. Patrice, quelles valeurs ont ces minerais qui sont sur ces astéroïdes? On parle de fantasmes, mais est-ce qu'il y a véritablement un potentiel économique? Alors, il y a évidemment un potentiel, s'il est économique ou pas, c'est une autre question, mais les 92 éléments naturels qui constituent l'univers et que nous exploitons en grande partie sur Terre aujourd'hui pour nos besoins, existent à travers l'univers avec des concentrations très variables mais
généralement très très peu connus. Donc encore récemment, on a été amené à réviser considérablement les vagues notions qu'on a sur la composition de Psyché, un des gros astéroïdes qui a fait l'objet d'un certain enthousiasme de la part de ceux qui s'intéressent aux ressources minérales des astéroïdes. Donc potentiellement, il y a certainement beaucoup de choses à découvrir, mais ça me paraît être un sujet de recherche encore extrêmement lointain. Et M. Puteaux vient de souligner, à juste titre, qu'on sait péniblement récupérer quelques milligrammes, voire quelques grammes. Aujourd'hui, pour avoir un impact sur les besoins humains, ce sont des centaines de milliers, voire des millions de tonnes de minerais qu'il faudrait pouvoir extraire. Je prends le cas du platine, qui est le seul élément qui a une valeur économique aujourd'hui suffisamment élevée pour justifier des efforts de recherche au niveau de l'espace. Si je prends le platine, il faudrait la production mondiale en 2019 exprimée en termes de minerais, c'est 2 610 000 tonnes. Donc même si on voulait récupérer la moitié de cette production à partir de l'espace, il faudrait être capable de ramener 1 million de tonnes, plus d'1 million de tonnes de minerais, ou traiter ce minerai dans l'espace pour en extraire le platine. Aujourd'hui, on n'a pas le début des technologies nécessaires. Donc, et par ailleurs, il n'y a pas de souci, en tout cas pas pour quelques décennies, sur la disponibilité de platine sur Terre. Donc, il n'y a pas d'intérêt d'aller là-bas, en fait, pour aller chercher ce matériau. Il y a pas d'en ramener. Il y a pas d'intérêt de l'utiliser sur place. Alors, il y a deux notions. Il y a une notion, le ramener, ça me paraît aujourd'hui un sujet de recherche très très lointain. Je n'avais pas dit qu'il ne fallait pas faire de la recherche, mais c'est quelque chose de très long terme, probablement au-delà même de ce siècle. Par contre, il y a une autre notion importante à regarder, c'est se servir de ressources disponibles dans l'espace pour ensuite aller plus loin dans l'espace. Oui. Mais avec tout le problème, personne n'a aujourd'hui les technologies pour exploiter toutes les spéculations qu'on peut lire. Il n'y a pas le début d'une technologie pour en sortir les matériaux dont on a besoin. Donc, pourtant, on est beaucoup plus proche de la réalité, là, Patrice, et je me tourne vers vous, Maxime, quand on parle d'exploiter les ressources dans l'espace, pour les besoins humains. C'est notamment discuté autour de l'utilisation de ressources sur et autour de la Lune. Oui. Parce que la gravité rendrait peut-être l'extraction de régolithe, de glace à partir du régolithe assez plus facile. Oui. Et à partir de cette glace qu'on ferait fondre, on pourrait, avec l'hydrolyse, en extraire à la fois de l'oxygène, intéressant pour les astronautes, mais aussi de l'hydrogène, et également intéressant pour faire fonctionner des piles à combustible. Alors, il faut donner clairement les besoins d'abord, c'est-à-dire de quoi on va avoir besoin dans l'espace. Et quand on lance en fait une mission ou des astronautes, on a besoin notamment de carburant, mais quand on lance des astronautes, on a besoin d'un support vie. Oui. On a besoin d'oxygène, on a besoin de nourriture, on a besoin de les protéger, notamment en radiation. Avec de l'eau. Et aujourd'hui, on est contraint en fait par les lanceurs et on est obligé, et c'est toujours vrai depuis les missions Apollo jusqu'à aujourd'hui, quand on lancera des astronautes sur la Lune, on est obligé d'emporter à l'aller le carburant nécessaire pour le retour. Et l'idée de l'utilisation de ces ressources-là, c'est peut-être de s'affranchir un tout petit peu de la dépendance à la Terre en fabriquant peut-être sur place les bâtiments. Il y a des abris qui sont en cours de prototypage en utilisant l'impression 3D. Oui. Mais peut-être aussi les rendre moins dépendants à des problèmes de ravitaillement à travers l'eau. Mais on est vraiment là encore, même sur le retour sur la Lune dans quelques années, la priorité des Américains est tellement d'aller vite qu'ils envisagent d'amener tout sur place. Oui, en fait, ce serait une station de ravitaillement. Ça pourrait être on parle de la Lune comme ça, en fait. Exactement, et fabriquer même du carburant qui pourrait être mis autour de la Lune dans des stations-service, et du coup lancer des satellites à vide, et ensuite ravitailler pour aller peut-être même plus loin quand on parle d'aller sur Mars. Mais alors, est-ce que c'est à ce moment-là que les acteurs privés peuvent faire leur entrée ? Je ne parle pas forcément des acteurs du New Space, on sait qu'ils sont déjà là. SpaceX est déjà là en train de travailler sur ces sujets-là. Moi, je parle des acteurs industriels qui découvrent l'intérêt d'aller dans l'espace pour traiter de ces matières premières. L'intérêt, il n'existera que s'il y a une demande. Et aujourd'hui, la demande, les personnes qui vont autour ou sur la Lune, ça reste quand même les agences spatiales. Donc, l'intérêt des industriels existera s'il y a une demande qui est matérialisée. Et on voit un peu des embryons. La NASA, aujourd'hui, a externalisé
le dépôt de charges utiles robotiques sur la Lune, privée, et a même mis en place des défis pour aller déjà capturer ou ramasser du régolithe sans en faire rien d'autre. Mais déjà, valorise cette recherche-là, cette capture-là, pour essayer de stimuler un petit peu la technologie. Oui. Patrice, ces acteurs privés, ils pourraient donc être intéressés par toutes ces ressources, parce qu'on a parlé de ces astéroïdes. Quoi qu'on en dise, ça fait rêver et ça intéresse quelqu'un qui a besoin de créer un nouveau marché. Alors, je souscris à ce que dit Maxime. Regardez, utiliser des ressources en eau, ça c'est certainement un sujet, je dirais, à plus court terme. Et l'analyse est tout à fait correcte, me semble-t-il. Par contre, pour tout ce qui touche les métaux, je n'ai pas la moindre idée. Je connais relativement bien l'industrie minière. J'ai jamais entendu parler aucune entreprise minière ayant dans ses cartons, de près ou de loin, une idée d'investissement dans l'exploration, parce qu'il faudrait déjà commencer à avoir des certitudes sur la présence de platine, d'or ou que sais-je. Aujourd'hui, ça relève de spéculation avec des estimations à partir de mesures très très indirectes, comme des observations sur la gravité de certains objets célestes. On est dans de la connaissance extrêmement floue, donc on est très loin d'avoir des cibles précises qui pourraient susciter l'intérêt d'entreprises minières. Mais est-ce que de toute façon, ces acteurs-là, ils auraient le droit de le faire? Est-ce qu'on a le droit d'aller dans l'espace, de récupérer de la matière sur un astéroïde ou sur la Lune d'ailleurs, et de l'utiliser à des fins commerciales? C'est un sujet qui est relativement polémique. Alors, comment c'est, Patrice? Oui, c'est un no man's land. Ouais, mais juridiquement, il y a des traités qui existent depuis les tout débuts de l'exploration spatiale, tout simplement parce qu'à l'époque, États-Unis et URSS ne savaient pas qui gagnerait. Oui. Et on voulait surtout encadrer les choses. Et l'espace a été considéré comme un bien commun de l'humanité. Oui, c'est le traité de l'espace de 1967. Avec différents traités successifs. Le constat qu'on peut faire aussi, c'est que concernant le cas de la Lune, il n'y a pas d'accord international. Il y a eu une ébauche, le traité n'a pas été ratifié. Et on voit aujourd'hui des initiatives unilatérales des États-Unis pour pousser à l'utilisation, l'implémentation de normes américaines qui, honnêtement, sont un peu contraires à l'idée de bien commun. Avec des idées d'appropriation, de sanctuarisation de certains endroits autour des bases pour dire chez moi vous ne rentrez pas. Et les Américains sont assez malins parce qu'ils conditionnent la participation au programme Artemis, c'est-à-dire avoir un astronaute européen ou avoir un astronaute à l'étranger. Alors le programme Artemis, c'est le programme du retour sur la Lune, voilà, précisons-le. Impulsé par la NASA. Et les Américains conditionnent cette participation à la signature d'accords Artemis qui sont en fait du droit unilatéral des Américains pour imposer leurs règles du jeu sur la Lune. Et ça laisse présager quand même des conflits majeurs, Patrice, sur le sujet de la réglementation et du droit à l'exploitation dans l'espace. Alors malheureusement oui. Déjà au niveau terrestre, sur notre bonne planète bien-aimée, il n'y a pas de gouvernance aujourd'hui, il n'y a pas de cadre de gouvernance qui s'applique aux ressources minérales terrestres. Donc il y a une compétition entre nations, alors que les questions de développement durable sont des questions qui concernent l'ensemble de l'humanité. On voit aujourd'hui un certain retour des nationalismes, des individualismes, qui, sur une planète qui comporte aujourd'hui 8 milliards de personnes, pourrait en comporter jusqu'à 11 à la fin du siècle. Ça me paraît extrêmement dangereux. Donc on a déjà beaucoup de mal à développer des régulations sur la planète Terre. Ça ne sera pas plus facile, je pense, dans l'espace. Quel modèle on pourrait reproduire? Est-ce qu'on pourrait imaginer reproduire dans l'espace ou sur la Lune? Pour l'instant, ce sont les territoires qui nous sont les plus accessibles, l'espace proche autour de la Terre et la Lune. Une législation qui ressemblerait, une régulation qui ressemblerait aux eaux internationales, par exemple. La chose la plus élaborée dont nous disposions sur Terre, c'est la Convention des Nations Unies pour le droit sur la mer, qui vise à réglementer et à fournir un cadre de gestion des zones maritimes internationales, donc hors espace économique des différents pays.
c'est le cadre le plus avancé qui existe et c'est celui qui pourrait servir d'inspiration pour l'espace si les États acceptaient de s'engager dans la voie du développement d'une réglementation applicable à l'espace. Il y a beaucoup de sujets. Oui. Par exemple, qui peut assurer la sécurité d'un titre minier sur tel ou tel astéroïde. Bon, c'est une question fondamentale. Je vais laisser réagir Maxime là-dessus avant qu'on termine, parce que j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur la question. Sur le droit maritime est intéressant sur l'utilisation, sur des flux, sur des facteurs de responsabilité. Si on parle de protection, voire même de sanctuarisation, pour moi, c'est le cadre qui protège l'Antarctique aujourd'hui, qui est assez intéressant, avec un partage. On a découpé l'Antarctique entre différentes nations, mais on a aussi convenu d'un gel des activités ou d'un encadrement extrêmement important de ces activités-là pour sanctuariser. Il y a vraiment des questions éthiques aussi qui se posent. Est-ce qu'on veut aller sur la Lune et est-ce qu'on veut labourer la Lune pour en faire du carburant? Éthique et environnementale d'ailleurs, c'est important de le préciser. Et à l'exception du christianisme, la majorité des grandes religions aujourd'hui font appel à la Lune dans leur mythologie. Et est-ce que d'un point de vue éthique, c'est acceptable dans l'islam, dans le shintoïsme, dans le bouddhisme, d'aller affecter cette ressource qui aujourd'hui est presque intacte et qui pourrait devenir demain l'équivalent d'un champ de pétrole? C'est une question qui est intéressante. Oui, est-ce que c'est l'objectif de l'humanité d'aller transformer en terrain d'exploitation les astres qui entourent la Terre? Quel partage? C'est pas encore tranché aujourd'hui. Merci beaucoup, Maxime Puteaux, d'avoir, et à juste titre, conclu sur ce point éthique et écologique qui entoure l'exploitation aujourd'hui, possible, probable, future. On était beaucoup dans la projection aujourd'hui des ressources extraterrestres. Merci également à vous, Patrice Christman, pour votre éclairage d'un point de vue géologique sur ces minerais, d'un point de vue politique aussi sur la façon dont nous arriverons certainement à organiser une régulation autour de ces ressources exploitables dans l'espace. C'est la fin de cette émission Smart Space, c'est aussi la fin de Smart Tech. Vous retrouvez votre émission dès lundi sur Bismart. Bon week-end. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.